20h sur la télé Futur Média, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce dimanche. Les jeunes du Pakao réclament justice après la mort de 3 de leurs camarades suite à un accident impliquant leur moto Jakarta. Ils accusent la gendarmerie d'être responsable de l'accident qui a coûté la vie à leurs 3 camarades. La coordination des étudiants de Saint-Louis suspend sa marche vers Dakar. Un accord a finalement été trouvé avec le recteur via le directeur général du CROUS pour l'ouverture de négociations sur la question brûlante de la reprise graduelle des cours à l'université Gaston Berger. La commune de Dionewar, plus que jamais menacée par l'érosion côtière, un phénomène auquel la commune insulaire ne peut échapper selon une récente étude. Alors, que faut-il faire? On en parle dans cette édition. Qui va succéder le Nigérian Mohamed Moussa à la tête de la direction de l'ASECNAN? La réponse attendue à l'issue de la conférence des ministres des pays membres ce lundi à Dakar. Prétexte pour la télé Futur Média pour vous plonger au cœur de l'ASECNAN, un géant de la navigation aérienne. Voilà pour le sommaire. Le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après la mort, il y a presque un mois, de 3 jeunes à bord d'une moto Jakarta à Sédhiou, ce dimanche, les populations exigent la lumière sur les circonstances de l'accident qui a conduit à leur mort. Des centaines de jeunes ont paralysé la circulation sur l'axe Kolda-Carrefour Ndiaye, dénommé l'axe du Pakao. Ils accusent la gendarmerie d'avoir utilisé une corde sur la route pour stopper les trafiquants. Mais malheureusement, ce sont les 3 jeunes Jakartamens qui sont tombés dans le piège. Accusation toutefois rejetée par les hommes en bleu de Sédhiou. Un sujet signé Bakary Konté et Khalid Diamé. ay téeméeri ndaw bokk ci Pakao ñoom ñoo daal di barré yoon boo xamante ne ñu ngi koy woowee axe du Pakao diggante Carrefour Ndiaye Kolda daal di paralyser transport bi fii ci région bu Sédhiou lu ñu bëgg ñi daal di leeral ci nu mu gën a gaawee ndaw yoo xamante ne ñoo faatuwoon ci benn accident nekk 3 ndaw nekkoon ci benn moto Jakarta. Des centaines et des centaines de jeunes du Pakao ont barré l'axe du Pakao, la route Carrefour Ndiaye Kolda, une paralysie totale du transport dans la région de Sédhiou pour exiger toute la lumière sur la mort des 3 jeunes à bord d'une moto Jakarta. Le Pakao a marché, le Pakao a crié, le Pakao a pleuré, mais on n'a personne désespérément pour essuyer nos larmes. Comme vous le savez, nous venons de perdre 3 de nos frères dans un accident de la rue, dont les principaux responsables sont les gendarmes de Sédhiou. Depuis ce jour, on n'a pas cessé d'effectuer des va-et-vient d'ici à Sédhiou pour réclamer le PV de l'accident. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas eu satisfaction. La brigade de Sédhiou, par la voix du commandant Si, nous a affirmé récemment que nous ne pouvons pas avoir le PV tant que nous n'avons pas engagé un avocat. C'est inadmissible. Donc nous avons perdu 2-3 frères. Donc le lieu de l'accident n'était pas investigé. On n'a pas donc vu les gars qui sont là pour faire un peu le constat. On n'a pas vu les gars. Donc aujourd'hui, on est là derrière le PV et jusqu'ici, on n'a pas eu le PV. Donc toute la population est là pour donc demander ce PV et tout le Pakao est sorti pour montrer notre amertume. Ces jeunes en colère avec des brassards rouges ont brûlé des pneus. La circulation a été bloquée entre 8h et 11h. Nous avons vu donc la gendarmerie ce qu'elle fait dans la zone du Pakao. Donc tout le Pakao est là donc, pour lutter contre cette usurpation, pour réclamer enfin sa libération, sa justice, pour que justice soit faite pour ces 3 personnes. Donc nous sommes là, tout le Pakao est là, et nous n'abandonnons pas le combat tant que nous n'avons pas vu le soleil de la justice se lever au croisement de Sumbundu. Nous sommes déterminés, on va se battre, on est prêts de joindre nos frères dans le sang. Tant que la justice n'est pas faite, tant que lumière n'est pas apportée à cette réalité. Le préfet de Sédhiou et la gendarmerie se sont déplacés sur les lieux. Après une large concertation, les jeunes ont finalement cédé le passage, mais promettent de remettre ça si rien n'est fait dans les plus brefs délais.
Bakary Konté, bientôt une stricte réglementation des motos-taxis dans la ville de Ziguinchor. Toute moto Jakarta désormais devra être identifiée et son conducteur devra également être détenteur d'un permis de conduire. L'annonce est faite par le maire de Ziguinchor en marge d'une réunion avec les acteurs du secteur. Le maire Abdoulaye Baldé, que je vous propose d'entendre au micro de Boubacar Diassi. Je pense que le gouvernement est en train depuis très longtemps d'essayer de trouver à travers les différents organismes pour essayer d'organiser les secteurs, mais aussi de pouvoir un peu légaliser le secteur. Donc c'est dans cette perspective que ce programme de permis au Jakarta est en cours. Il est évident qu'avec le préfet, avec le gouverneur, la mairie va jouer sa partition pour que nous puissions aussi aider à cet élan, accompagner l'élan qui est déjà enclenché par les pouvoirs publics pour nous permettre d'avoir des conducteurs mieux formés, mais aussi organiser le secteur parce que bon, c'est un secteur qui est aussi piraté. Il y a beaucoup de personnes qui, à la descente du boulot, à chaque fois qu'ils sortent, ils prennent leur Jakarta et leur moto et ils font un peu le Jakarta. Et là, il y en a d'autres qui viennent aussi des autres communes environnantes et qui ne sont pas de la ville, qui viennent ici pendant la journée et puis retourner le soir. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de faire de telle sorte que nos Jakartamens, ceux qui sont dans la commune et qui sont des contribuables de la commune, puissent être identifiés à travers les gilets. Et donc les gilets, nous leur avons donné aujourd'hui 900, mais il est évident que nous allons aller au-delà. Donc avec le président, nous allons savoir exactement le nombre de Jakarta qui opèrent dans la commune et nous mettons à leur disposition le nombre de gilets correspondants. Depuis la ville de Louga, la coordination des étudiants de Saint-Louis suspend sa marche vers Dakar, une décision qui fait suite à une rencontre entre la coordination des étudiants et le directeur du CROUS qui s'est engagé à trouver des solutions aux revendications des étudiants. Ces derniers, pour rappel, fustigent la reprise graduelle des enseignements proposés par le recteur de l'université Gaston Berger. Tchernofal pour le sujet. Ils avaient quitté l'université Gaston Berger de Saint-Louis vendredi dernier pour aller rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur à Dakar. Ces étudiants s'opposent aux conditions de reprise des cours proposées à l'UGB. Aujourd'hui, la question débattue est une question pédagogique. Et pourtant, les autorités, ou l'autorité locale en tant que telle, n'ont pas veillé piper mot à notre présence. Donc nous avons décidé de changer d'interlocuteur pour aller voir le ministre de l'Enseignement supérieur et de lui apporter notre mémorandum et de faire savoir ce que veut l'étudiant aujourd'hui. Arrivés à Louga, après 70 km de marche, les pensionnaires de Sanar ont décidé de suspendre le mot d'ordre suite à une discussion avec le directeur du CROUS qui les a rattrapés sur le chemin. La coordination des étudiants de Saint-Louis a suspendu son mot d'ordre parce que, comme on a eu à le dire, nous ne sommes pas des jusqu'au bêtises. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas une intention de montrer qu'on peut marcher jusqu'à Dakar. C'est juste une intention de montrer qu'au-delà de la dignité de l'étudiant, nous avons une revendication sur la table et il est l'heure de la satisfaire. Et la satisfaire était engagée sur 2 points. Il fallait des engagements formels. L'engagement formel pour nous, c'était que le recteur puisse assurer aujourd'hui aux étudiants la possibilité de voir leur avis aujourd'hui devant les directeurs du FR, afin que les étudiants aient plus de garanties pédagogiques. Et c'est cette proposition que le directeur du CROUS nous a encore réaffirmé. Pape Ibrahim Faye est venu apporter le message des autorités de l'UGB et du ministre de l'Enseignement supérieur qui ont pris des engagements. Effectivement, des décisions prises au niveau de l'Assemblée de l'université. De plus, le ministre de l'Enseignement supérieur aussi a demandé que je transmette aux étudiants marcheurs qu'ils seraient prêts à les recevoir dans la semaine. Ces jeunes ont déjà fait les 70 km qui séparent Saint-Louis de Louga où ils ont passé la nuit d'hier. Après une longue discussion, les étudiants sont tous montés dans ce bus pour rentrer à Saint-Louis. Tchernofal, autre revendication, cette fois-ci avec les employés et ex-employés actionnaires des ICS qui crient au scandale. Ils se disent prêts à y laisser leur vie pour entrer dans leurs fonds. Pour rappel, le montant qui leur est dû est estimé à 367 millions de francs CFA. Leur président, Damba, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Mais le problème que nous avons, c'est que ce pays, à l'heure actuelle, le Sénégal est escroqué à 1000% si vous le voulez bien. Les Indiens ont escroqué les ICS. Les ICS ont été achetés par l'argent des ICS. Nous avons pris des avocats. Nous sommes allés en justice. Le véridique est sorti. Je me demande comment des Sénégalais, des juges sénégalais, peuvent nier notre actionnariat.
Ce n'est pas possible, nous l'avons acheté avec notre propre argent. Le G6 qu'ils prétendent comme association qui existe au niveau des ICS, nous ne les connaissons pas. Le combat se fera dans les rues. Nous avons plus de 75 ans, nous avons besoin de notre argent. Nous sommes 2052 actionnaires. Mais le problème que nous avons, c'est que... Et cette fois-ci, la grogne des travailleurs des collectivités territoriales. Depuis 2014, il n'y a pas d'avancée dans la fonction publique locale. Le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales parle de lenteur notée dans l'effectivité de la fonction publique locale. Le dit syndicat demande aux autorités de corriger de tels manquements. Amadou Diassé est le secrétaire général du dit syndicat. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Diamé. Remarquez que depuis 2014, il n'y a pas eu d'avancée sur cette fonction publique locale. Ces dernières semaines, nous sommes partis à Dakar pour rencontrer la direction des cultures locales sur cette fonction publique locale. À notre grande surprise, on n'a pas reçu d'informations qui est en faveur des agents des cultures territoriales du Sénégal. Des propositions qui ont été faites sur cette fonction publique locale-là à l'encontre des travailleurs, des collectivités, mais ces propositions n'arrangent surtout pas ni les travailleurs, ni l'administration du Sénégal. Nous sommes là aujourd'hui maintenant pour fustiger la démarche du ministre Omar Gueye et de la direction des cultures locales sur les propositions et la procédure qu'ils ont entreprise pour rendre effective cette fonction publique locale-là. On est entré avec le bac et on a fait au moins 18 à 20 ans de service. Ils veulent nous rétrograder jusqu'à la hiérarchie. Nous sommes là aujourd'hui encore pour dire non à cette fonction publique locale-là et nous ne l'accepterons jamais. Parlons à présent de l'érosion côtière et la tendance se confirme pour la commune de Dionewar. Une récente étude démontre que la commune insulaire ne peut échapper à ce phénomène au vu de sa position. Dans la dite localité, la mer ne cesse d'avancer et pour y faire face, des solutions sont annoncées dans le cadre du projet de suivi des risques côtiers et solutions dites douces. Dans les îles du Saloum, nous retrouvons la correspondance d'Aminata Goudiaby. Cette étude faite sur l'érosion côtière à Dionewar et ses environs s'est d'abord intéressée à la position géographique de cette commune insulaire. Dionewar, d'un point de vue topographique, si vous voyez, c'est extrêmement bas par rapport au niveau moyen de la mer. Dionewar fait partie d'un grand système qui évolue d'une manière globale. Et quand on prend de Palmarin en suivant le trait de côte jusqu'à Differ, on voit des niveaux d'érosion qui sont très élevés. Et la vulnérabilité sur ce secteur-là est très importante, notamment au niveau de Differ. Differ fait partie des hotspots de l'érosion sur ce segment. Et Dionewar est plus ou moins à l'intérieur, donc en face l'embouchure, donc la zone d'entrée des eaux marines. Ainsi, la zone est incontestablement exposée. La mer y a avancé de façon vertigineuse ces dernières années. Alors, si la partie qui protège le système interne est exposé et vulnérable, le système interne lui-même, c'est ce qui fait qu'avec l'érosion et le recul de la pointe sud de Sangomar, la flèche de Dionewar est aujourd'hui directement exposée aux houles qui viennent de l'océan. C'est le système sableux qui protège Dionewar qui est impacté. Et de ce fait, ce système sableux qui est une flèche qui fait environ 2 km, recule. Par endroit, on peut avoir 300 mètres. 1990, où ça a été mis en place jusqu'en 2020, on a par endroit un déplacement, un retrait de plus de 300 mètres. Et donc c'est ça qui était considéré comme étant une érosion. Mais c'est la flèche qui se déplace et qui justement vient vers le village. Ce qui accentue l'exposition, cette flèche entre en rupture. Comme la flèche de Sangomar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le village de Dionewar est directement maintenant exposé. Donc en fait, c'est plus ou moins une érosion, un risque qui est différé et qui dépend véritablement de l'évolution de cette flèche sableuse. Donc, je disais que le système de Dionewar, c'est toute la flèche qui est en érosion. Et il y a des parties qui sont beaucoup plus avancées, où le niveau d'érosion est beaucoup plus élevé que d'autres. Mais c'est tout le linéaire qui est en érosion. Il y a donc urgence à réagir. L'érosion des côtes a des conséquences néfastes sur la pêche et même le tourisme. Des activités bien pratiquées dans les îles du Saloum, dont Dionewar. Ce qui fait plus ou moins peur, c'est que les zones qui sont en érosion sont les zones qui sont en face du village de Dionewar. Il y a une urgence de trouver des solutions. L'étude sur l'érosion côtière dans la zone de Dionewar est commanditée par le Centre de suivi écologique de Dakar. Le CSE pilote un projet de suivi des risques côtiers et solutions douces. Les études ont été très enrichissantes parce que ça nous a permis de comprendre qu'il fallait peut-être changer de stratégie, notamment l'ouvrage en question que nous voulions mettre en place. Les études nous ont montré qu'il fallait peut-être trouver d'autres solutions.
C'est ça que nous sommes venus d'ailleurs restituer aux populations et à la collectivité locale pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi nous sommes en train de vouloir changer de stratégie. Des débuts de solutions à cette érosion côtière à Dieu Noir sont envisagés et la commune de Palmarin, tout aussi secouée par le phénomène, sera aussi prise en compte. C'est plusieurs solutions. Au lieu de faire un brise-lames, faire 3 brise-lames pour éviter de fragiliser la flèche de Dieu Noir, le renforcement de formation de cette flèche-là en utilisant par exemple du sable qu'on va injecter. Le reboisement aussi à maintenir l'équilibre sédimentaire. Le processus de reboisement est en cours. On utilise une espèce au niveau local. À Palmarin, la semaine dernière, une grosse houle avait déferlé sur cette commune du département de Fatick et les dégâts étaient importants dans les villages de pêcheurs de Differ et de Ngalo. On est confronté à 2 problèmes cette semaine. Il y a eu le problème de la houle et puis il y a aussi l'inondation par les eaux pluviales. Il y a eu beaucoup de familles qui ont été obligées de partir parce que leurs maisons sont parties et n'ont plus où habiter. Le projet de suivi des risques côtiers et solutions douces est mis en œuvre depuis un an à Dieu Noir et Palmarin. Outre le Sénégal, il est aussi déroulé au Togo et au Bénin et c'est le Fonds français pour l'environnement mondial qui le finance pour un coût global de 845 millions de francs CFA. Après l'érosion côtière, parlons à présent de cette opération de reboisement aux parcelles assainies. L'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte s'engage à planter des arbres dans tous les établissements scolaires de la commune. Objectif, reverdir les parcelles assainies, mais également permettre aux élèves d'évoluer dans un cadre de vie sain. Le capitaine Matar Thioune, que je vous propose d'écouter pour plus de détails. On a ciblé des écoles, ce qui fait que l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle des bois d'école. En dehors de ces écoles, il y a les concessions. Il y a des arbres qu'on va mettre au niveau des concessions. Donc, ce qui veut dire qu'on a programmé presque plus de 300 arbres au niveau de ces unités. À travers l'école, l'enfant doit sentir un cadre idéal pour quand même répertorier ça à l'extérieur. C'est pourquoi on a planté des ombragers pour permettre à l'enfant de s'asseoir et d'être à l'aise et de pouvoir réviser même ses leçons à l'intérieur de la cour de l'école. On a mis aussi des fruitiers ici pour quand même permettre à l'enfant de les identifier au départ et de connaître les espèces même et de bénéficier aussi des fruits. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le département de Médina Yoro Foulah, les sinistrés commencent à pousser un ouf de soulagement. 133 victimes de la commune de Kéréwan ont reçu un appui matériel de construction de la part des autorités. Abdoulaye Diallo. Les dernières pluies tombées à Kolda n'ont pas épargné les localités du monde rural. D'ailleurs, c'est dans ces zones que les gens payent les lourds tributs de ces averses. Plusieurs bâtiments et cases, des puits et des toilettes sont effondrés, des périmètres cultivés envahis par les eaux. C'est le cas à Kéréwan, une commune du département de Médina Yoro Foulah, où 103 habitations sont touchées par les pluies. On a recensé pour le moment 103 sinistrés dans la commune de. Les autorités administratives sont allées s'enquérir de la situation des lieux. À Médina Yoro Foulah, on a constaté que c'est au niveau des habitations que les dégâts ont été notés. Il y a beaucoup de chambres, de maisons quelquefois qui sont effondrées. Donc ma présence à Kéréwan aujourd'hui, c'est surtout manifester ma solidarité aux populations et surtout et ma compassion aussi. C'est des dégâts qui sont notés dans presque tout le département et le recensement est en train d'être fait et sera porté à l'autorité pour les éventuels appuis qui seront faits en ce sens. Pour appuyer ces populations dans la reconstruction de leurs toits, la municipalité de Kéréwan les a attribué des dizaines de tonnes de ciment et divers matériaux de construction. On a pu recenser tous ces dégâts-là. C'est ça qui nous a motivés aujourd'hui d'appuyer les populations de la commune de Kéréwan en ciment et en matériel. Parce qu'il faut le dire, c'est un geste quand même qui répond à l'appel du chef de l'État qui a demandé aux collectivités territoriales et aux autres responsables de venir appuyer les populations et surtout de les soutenir. Donc c'est le moment surtout de féliciter le maire de Kéréwan pour ce geste de haute portée pour les populations. Doublement impactés par les effets de la pandémie et ceux de l'hivernage, les foyers démunis de Kolda demandent une aide d'urgence.
Abdoulaye Diallo, au-delà des inondations, un problème de santé publique se pose dans les zones encore submergées. Les enfants sont les plus exposés devant les eaux pluviales mélangées à celles des fosses septiques qui stagnent dans pas mal d'endroits de la banlieue de Dakar. Attention au paludisme et à certaines maladies tropicales, surtout pour les enfants qui n'ont plus d'espace de jeu. Un reportage au cœur de la banlieue de Dakar avec Salif Sow et Asmalik Diop. Moussa Sey, 10 ans, tente de libérer leur maison prisonnière des eaux pluviales depuis une semaine. À Unité 15, un peuplé quartier de Kermassar, les enfants ont vu leur mobilité réduite ces derniers jours. Leurs espaces de jeu sont conquis par les eaux pluviales. On n'a pas où jouer le foot. On n'a pas où jouer le foot. Pourquoi? Parce que les terrains sont inondés. Un autre problème majeur se pose ici, une équation de santé publique. Les maladies tropicales négligées font lésion dans la zone. Cette mère de famille, elle, refuse de quitter des yeux ses 2 enfants. Cette couche vulnérable ne se prive jamais le plaisir dans ce cadre de vie. Les moments d'inattention, elle les évite au maximum. La rue, c'est comme dans certaines maisons dans ce quartier. ndox yi dafa jaxasoo ndoxu poos gis nga paa bi moom fii lay tëdd léegi bu ko defee ñun ñu jël màllaay lal ko ne taf ko ne jël ko takk ko si ligne bi sànke yi bu guddee ñu daal di dugalaan màllaay ni. Le pompage, un aspect, le saupoudrage, l'autre manche des inondations. À présent, la situation épidémiologique du coronavirus au Sénégal ce dimanche. Sur 1266 tests réalisés, 43 sont revenus positifs. Il s'agit de 25 cas issus de la transmission communautaire, 16 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et 2 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne. 147 patients sont déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge au niveau de la réanimation. À ce jour, donc, le Sénégal compte 297 décès et 3464 malades sous traitement. Je vous le disais en titre, fondée en 1959, l'ASECNA est l'une des plus vieilles institutions panafricaines et ce lundi, la dite institution va cristalliser toutes les attentions avec la conférence des ministres qui va se tenir à Dakar, une conférence qui va entériner la nomination du directeur général de cette organisation. Une petite plongée au cœur de ce géant de la navigation aérienne avec Astou Benchou. Une date à retenir et à marquer d'une pierre blanche, le 12 décembre 1959. Sur les bords du fleuve Sénégal, à Saint-Louis fut signée la convention créant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, l'ASECNA. Avant même l'accession à l'indépendance de la plupart de leurs pays, les dirigeants africains de l'époque avaient compris la nécessité de mettre en commun leur synergie pour accompagner la naissance de l'aviation civile sur le continent. L'ASECNA, établissement public à caractère international dont le siège se trouve à Dakar, regroupe 18 pays et a pour principale mission de fournir des services de navigation aérienne et de météorologie aéronautique garantissant la sécurité des vols dans l'espace aérien et de gérer ou d'entretenir tout équipement d'utilité aéronautique ou météorologique à la demande des États membres et cela en vertu de contrats particuliers. L'ASECNA assure aussi la conception, la réalisation et la gestion des installations et services dans le cadre de l'information des avions en vol, de la transmission des messages techniques et du trafic, du contrôle de la circulation aérienne, ainsi que de la prévision et de la transmission des informations météorologiques.
Good morning, sir. Clear for the ILS Zulu runway 36 for the direct upturn. Report upturn to start the approach, descending to 2,600 feet on QNH 101. L'espace aérien à la charge de la SECNA couvre plus de 16,1 millions de kilomètres carrés. L'agence gère 32 aérodromes communautaires et a enregistré dans l'ensemble de l'espace aérien 597 905 mouvements en 2018. Devenue l'une des plus fortes institutions du continent et l'un des plus importants symboles de l'intégration des pays africains, la SECNA dispose de ses propres écoles de formation aux différents métiers lui permettant de réaliser sa mission. Parmi ces écoles, les MAC, École africaine de la météorologie et de l'aviation civile à Niamey au Niger, l'ERCI, École régionale de sécurité incendie à Douala au Cameroun, et aussi l'ERNAM, École régionale de la navigation aérienne et de management à Dakar au Sénégal. Le survol représente aujourd'hui plus de 85% de son chiffre d'affaires. Depuis 1996, la SECNA assure elle-même ses moyens de subsistance grâce aux redevances qu'elle perçoit auprès des usagers de ses services. Depuis l'année 2000, l'agence a investi plus de 1325 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents programmes d'investissement. Et aujourd'hui, à l'initiative du comité des ministres de la SECNA, une nouvelle élection pour le poste de directeur général est prévue le 14 septembre prochain à Dakar. Le Nigérien Mohamed Moussa, qui dirige l'institution, est candidat à sa propre succession, à côté de 3 autres challengers que sont le Centrafricain Théodore Jusso, le Mauritanien Hassen Ould Eli et le Camerounais Zao Etoundi. Cet élément de Astumben Choup met fin à cette présente édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.